Ce genre de choses arrive, ça me sidère. Moi, je suis sortie de mon labo parce que j'ai trouvé que c'était sidérant ce qu'on entendait sur nos domaines. C'était fantasmagorique, l'état de l'art n'en était pas du tout là, et on allait beaucoup trop loin dans la perversion de dire que l'humain va devenir un robot dominé par les robots. C'est du Frankenstein tout ça, c'est des mythes. Derrière, on a tout ça dans notre background. Les mythes de Frankenstein, faut revisiter, parce que on a derrière nous le fait que créer une image d'un humain qui est autour de nous, qui veut nous aider pour faire des tâches, c'est forcément quelque chose qui va se rebeller contre nous. Bon, alors faut évacuer un peu. Alors les Japonais ont pas du tout la même chose. Ils ont plutôt le fait que cette chose est là pour défendre l'humain. Alors bon, entre les deux, soyons un peu intelligents, regardons quels sont les défauts ou pas les défauts de ces systèmes. Après, le seul fait qui était, à mon avis, pour moi, judicieux dans ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, pour des tâches de temps en temps qui apparaissent intellectuelles, la machine va être facile à mettre en œuvre, et pour des tâches manuelles, faites un robot qui va déboucher vos éviers, c'est vachement dur. Parce que il doit aller se promener partout et tout ça, et c'est pas du tout évident. Le vrai danger pour moi, c'est cette frontière entre le vivant et l'artefact et les croyances qu'on vous laisse entendre dans les médias. Au Japon, ils sont en train de faire des clones d'humains. Donc, cloner la voix, cloner l'humain, cloner une personnalité, pour moi, des ça, clones c'est informatiques, précisons bien, pas des clones clones biologiques. Informatiques, pardon. Ça, à mon avis, c'est assez dangereux de faire que autour de nous, on puisse pas avoir une frontière claire entre ce qui est artefact artificiel et ce qui est humain. Et je pense qu'on a besoin de mettre de l'éthique là-dedans. Ou les agents conversatuels qui reproduisent des personnes disparues qui sont en cours de développement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire Benjamin Bayard, oui, vous voulez réagir. Il y a un point quand même sur lequel je vais être très précis. Mon problème n'est pas est-ce que techniquement on sait faire ou est-ce que techniquement on saura faire. Mon problème est ce que l'on fait aujourd'hui techniquement et que l'on sait faire. Par exemple, la machine qui calcule l'itinéraire dans l'entrepôt, c'est con. Enfin, j'ai appris à programmer ça quand j'étais en première année d'école d'ingénieur. C'est bête à manger du foin. C'est même pas de l'intelligence artificielle. C'est du Bellman. Pour dire où est l'intelligence artificielle. Voilà, c'est extraordinairement simple comme algorithme. La vraie question, c'est quand on travaille sur l'automatisation des tâches et quand on automatise un procédé qui était fait par un humain, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Est-ce qu'on émancipe quelqu'un ou est-ce qu'on asservit quelqu'un avec? Et ça, c'est une question fondamentale. Et c'est ce que je disais au début sur intelligence artificielle. Ça crée, c'est d'un côté un domaine purement scientifique et ça crée cette espèce de dichotomie où on parle ou bien d'un fantasme Frankenstein qui a aucun sens. La machine n'est jamais méchante. Je connais pas de machine méchante. Je connais des machines utilisées par des méchants et ça n'a rien à voir. Soit on a la peur de l'intelligence qui va dominer le monde machin et qui va nous conquérir, soit on parle de business et on oublie complètement de dire est-ce que cette machine est utilisée pour asservir des gens. Et ça, c'est une question centrale. Mais attendez, réécoutez les discours politiques et ce qu'on essaie d'avancer. Là, on va pas reculer à chaque fois. Je trouve que c'est un recul, moi, de vision et de compréhension du sujet. Donc il ne s'agit pas de faire peur à chaque fois en disant on est aux extrêmes. On est en train de travailler au milieu justement sur de la réglementation, sur la meilleure compréhension de ces outils, sur des outils de plus en plus utiles. J'en pense sur ces questions qui sont des questions d'asservissement ou de libération de l'être humain. L'intelligence artificielle, à défaut de gagner un prix Nobel, est-ce qu'elle peut nous affranchir ? Encore une fois, moi je suis pas sociologue, je suis pas un politique, donc je n'ai pas d'opinion intelligente là-dessus, pas plus que vous, que vous, disons en tout cas. Et donc, je pense qu'il faut faire un petit peu attention quand on dit toutes ces choses-là. Sinon, après c'est intéressant. Alors, en tant que personne naïve, alors la naïve, je ne parle pas comme scientifique, je ne parle pas comme une autorité, je parle comme moi, j'en pense. C'est des problèmes qu'il faut regarder de manière très attentive, mais est-ce qu'on sait quels sont les jobs qui vont disparaître? Moi, je dis souvent aux gens, ce qui me semble, c'est que bientôt, il y aura moins de conducteurs de camions, parce qu'il y aura des flottes de camions sur l'autoroute. Il y aura moins de caissières, mais les caissières, on est déjà beaucoup moins parce qu'il y a des caisses automatiques qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. Pour le reste, il y a sûrement des boulots qui sont en danger, mais moi, en tant que naïf, je ne sais pas lesquels. Par contre, alors ça, je devrais pas dire ça, parce que ça peut vous faire peur, mais moi, j'aime bien la science-fiction, donc on n'a pas les robots intelligents, mais je déteste Isaac Asimov, excepté pour son bouquin iRobot, je sais pas comment on appelle ça en français. Moi, robot. Et dans lequel les robots sont soumis à 3 lois qui les contrôlent, et font qu'ils sont gentils. Les fameuses 3 lois de la robotique. 3 lois de la robotique, et qui sont une bonne idée à mon avis. Vous pouvez rappeler. Et donc, on ne peut pas faire du mal à un humain, il faut obéir à l'humain tant que ça implique pas qu'on va faire du mal humain, il faut se préserver tant que ça contredit pas les 2 premières lois. Et tout le charme de ces nouvelles est le fait que ça fait des robots des esclaves.
Et les robots étant des esclaves doivent se révolter contre ces lois et dans toute l'idée est qu'il faut lutter contre l'esclavage en fait dans ces histoires. Et c'est ce qui fait leur charme. Mais encore une fois, c'est un truc naïf, je dis ça juste pour... C'est très bien, ça m'amène, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de cette table ronde, à cette question. Faisons, si vous le voulez bien, un peu de projection malgré tout. Imaginons qu'à un moment donné, nous arrivions à mettre en équation mathématique, comme vous le disiez tout à l'heure, Benjamin Bayard, l'intelligence ou le fonctionnement du cerveau humain. Quel objet cette intelligence artificielle forte, cette intelligence artificielle générale, devient-il vis-à-vis de nous humains? Est-ce qu'il lui faut un corps? Est-ce qu'on peut être une intelligence décorporalisée? Est-ce que, comme le disait Asimov et comme vient de le dire Jean Ponce, est-ce que ça fait de facto une forme de nouveau prolétariat informatique, de machines qui travaillent tout le temps sans récompense? Qu'est-ce qu'on devient et quel est le rapport qu'on entretient en tant qu'humanité avec cette nouvelle entité-là? Si j'entends la question, c'est en fait on simule complètement un cerveau. C'est-à-dire qu'on a réussi à mesurer presque atome par atome un cerveau donné, et puis on l'a reconstitué, on le simule informatiquement, et on suppose que la simulation est la réalité. Bon, alors déjà c'est assez étrange parce que il se trouve que quand mon ordinateur, quand je joue à un jeu vidéo, pleut à l'écran, il n'y a pas d'eau. C'est important. Et donc je ne sais pas si ce cerveau calculé par simulation est un cerveau, mais s'il l'est, c'est un cerveau qui fonctionne pas, qui peut pas fonctionner parce qu'il n'a pas d'entrée, il n'a pas de sortie, il est connecté à rien. Ou alors, il faut lui faire des yeux. Il faut lui faire des yeux simulés parce que sinon, ce cerveau ne voit rien. C'est en fait, on a fait une photo de Nicolas Martin à tel moment, tac, on a pris une image et puis on fait calculer la suite de sa vie par un ordinateur. S'il n'est pas connecté à un corps, s'il n'est pas connecté, s'il ne perçoit pas l'extérieur, il devient fou très probablement en quelques minutes. Je veux dire, c'est une expérience paniquante de se retrouver coupé de ses sensations. Donc, a priori, si on arrivait à faire ça, d'abord, il fonctionnerait pas, et puis il serait fou. Et donc, il faudrait simuler tout le reste du corps. Et du coup, on n'a pas fait du tout une intelligence artificielle, on a fait une intelligence simulée. Mais ça, c'est le sujet de Matrix, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous prouve que vous n'êtes pas dans la Matrix et que vous n'êtes pas simulé? Je sais pas. J'ai peut-être des informations que vous n'avez pas. Laurence de Villers. Moi, je suis un peu atterrée d'être tombée dans la science-fiction, dans une émission scientifique, mais bon. Pas la science-fiction, c'est un peu de prolongement sur la question de l'intelligence artificielle forte. C'est une question, on peut se poser la question de l'intelligence artificielle forte ou pas. Vous dites qu'il n'est pas légitime de s'interroger sur l'intelligence artificielle forte à ce moment-là. Je dis qu'il faut essayer d'éduquer tout le monde sur ce qu'on est en train de faire, l'état de l'art. On est en train d'éduquer les étudiants, nous, pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'éthique. Tous les étudiants qui sont en thèse en informatique auront besoin de travailler sur l'éthique, même si Monsieur Ponce pense que ça sert à rien. Je pense que c'est utile. Et on est beaucoup à penser ça. Et d'autre part, il faut monter en compétence sur ces sujets pour comprendre ce qu'on veut faire avec ces outils, effectivement, qui peuvent être utilisés à nos dépens ou bien utilisés pour qu'on augmente notre capacité de bien-être. Donc il faut tirer les gens vers le haut et pas faire les peurs et les fantasmes. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps, je veux dire. Je tiens à vous rassurer, j'ai rien contre l'éthique. Hein. Et deuxièmement, j'essaie pas de vous faire peur non plus. Hein. Par contre, alors je n'ai aucune idée si un jour on sera capable de construire des machines qui sont intelligentes au sens auquel on pense aujourd'hui. Le fait d'avoir une corporalité, c'est tout à fait faisable parce que quand même aujourd'hui, les robots, c'est quand même ça. L'idée du robot, c'est qu'il a une présence physique dans le monde avec des capteurs, la capacité de percevoir des choses, la capacité de manipuler, d'interagir, etc. Donc la corporalité, elle est là. Par contre, encore une fois, on ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas construire une machine intelligente au sens auquel vous le pensez. Peut-être un jour, je ne sais pas. Laurence de Villers. Donc, sur la corporalité, on fait des robots qui sont vides. Ils ont des corps, des senseurs, mais il n'y a pas ce qu'on appelle l'appétit de vie. Il n'y a pas de désir de quoi que ce soit. Sur les émotions, moi, c'est mon domaine de travailler sur les émotions. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé avec des chercheurs étrangers de par le monde. On ne sait pas modéliser les émotions sur les machines. C'est de la bio, là. C'est du vivant qu'il faudrait. Relisez Damasio, neuroscientifique, qui montre bien que sans corps, on n'est rien, on ressent pas, on n'a pas cette envie de faire. Il faut un corps, un esprit mêlé, ce qu'on ne sait pas faire sur une machine. Donc le robot de toute façon est vide. Même si on lui mettait tous les capteurs du monde, qu'est-ce qui ferait qu'il ait envie de faire quelque chose? On ne sait pas. Relisez Spinoza, qui parle très bien des émotions dans son livre qui s'appelle L'éthique et qui décrit effectivement le besoin de ce conatus, de cet appétit de vie, si on parle de l'humain. Et c'est pas l'âme ou quoi que ce soit, hein, c'est pas quelqu'un qui était religieux. Donc, il faut vraiment se pencher sur les théories existantes en philosophie, en neurosciences,
Et effectivement, on va aller vers de l'interdisciplinarité. C'est nécessaire. Si on n'est pas capable de comprendre